Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'immobilier, sous différents angles d'ailleurs, en termes de sujets, de thématiques au sein même de l'immobilier. Là, on va essayer d'avoir un angle assez large sur le marché immobilier en France, qui bouge beaucoup, avec une conjoncture qui peut être différente des années passées. À chaque fois, j'essaye quand même d'avoir un intervenant sur l'immobilier qui ait une expertise particulière dans un domaine particulier de l'immobilier. Parce qu'il y a finalement, c'est tellement large l'immobilier que, à moi seul, j'ai pas l'expertise d'ailleurs partout, et encore moins sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et j'aime bien aussi faire intervenir des personnes qui me sont proches. Tu le sais, hein, de toute façon, toute personne qui passe sur ce podcast, je le connais et généralement, je le connais bien. On a fait intervenir, de nombreuses personnes, des clients, des personnes que j'avais accompagnées moi-même, des personnes qui étaient soit sur le mastermind, soit sur le club d'investisseurs. Et aujourd'hui, on va parler pas mal de marchands de biens, mais pas que, hein. On va parler aussi, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler, ouais, de la hausse des taux, du changement du LMNP, de l'immobilier en 2024. Finalement, il y aura pas mal de choses. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis content de vous présenter donc Brice qui va se présenter dans quelques secondes, mais Brice est, je le connais depuis un petit moment quand même maintenant. C'est à la fois, un client sur, les formations, donc il s'est formé sur les cryptos avec Crypto Révolution, et il a aussi rejoint notre club d'investisseurs. Donc c'est aussi un investisseur maintenant, si je ne me trompe pas, mais en equity, en équidé, et donc ça fait quelques années maintenant, et il y a une potentielle collaboration entre Brice et nous. Alors quand je dis nous, donc c'est la société, hein, à venir. On vous dira un petit peu plus, plutôt vers la fin de l'émission sur, c'est encore un peu au début, mais là, on va aussi potentiellement, voir ce que ça donne en termes de personnes qui seraient intéressées, de potentiels, investisseurs qui voudraient nous rejoindre sur des projets qu'on a en commun. Bref, je le laisse se présenter. Brice, merci, pour aujourd'hui et pour ton temps passé avec nous. Qui es-tu? Que fais-tu? Ouais, salut François, salut à tous. Je suis Brice, j'ai 34 ans. Je vis avec ma conjointe et j'ai deux enfants. Je suis entrepreneur et investisseur. Donc entrepreneur dans l'immobilier, via le locatif ou du marchand de biens. Et j'ai aussi des sociétés de gros œuvres pour les travaux. OK. Euh, je, je suis également investisseur sur les principaux piliers connus, on va dire, la crypto, la bourse, private equity, locatif et exotique aussi, on va dire, via évidemment ton club Templeton. Magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà aussi où tu en es, même si on a une petite indication de par, ton accent, quelle est la région que tu maîtrises? Ouais. Et aussi, j'ai un point un petit peu plus loin, un peu ton histoire. Comment tu es tombé dans l'immobilier? Depuis quand tu en fais? Et tout simplement, qu'est-ce que tu as testé aussi sur le marché de l'immobilier? Ouais, bon, il paraît que j'ai un accent marqué ouais, de Toulouse. Non, pas du tout. Donc, je suis de la région toulousaine. Je fais vraiment mes investissements autour de Toulouse. Alors mon histoire, j'ai démarré maçon avec mon père qui avait monté sa boîte et que j'ai rejoint. Ouais, Donc j'ai fait maçon pendant 14 ans, donc j'ai une grosse expérience sur les travaux de gros œuvres. Et ensuite j'ai cherché, on va dire à gagner mieux ma vie et moins travailler parce que je ne me voyais pas faire maçon sur les chantiers jusqu'à mes 65 ans. ça se tient comme logique effectivement, ouais. Voilà. Et c'est surtout la naissance de mon fils en 2017 qui m'a fait un petit peu réfléchir. Et donc, j'ai commencé à chercher des alternatives, on va dire. Et ben, je crois que c'est un petit peu comme toi. Le premier livre que j'ai lu, j'ai acheté des livres et Oui, c'est c'était ça. Père riche, Père pauvre. Original, comme moi, c'est pareil. Voilà, je sais que toi, c'était le cas. Et j'ai commencé aussi à chercher sur Internet, ben voilà, revenus passifs, comment ça fonctionnait. Et je suis tombé mais très rapidement sur toi et ton livre Immo Bitcoin. Ouais. Je Oui, connaissais c'était bah, absolument pas finalement, oui, ça commence à faire. C'était en 2018, la sortie. Alors, c'est c'était ça. en octobre 2018, oui. Et c'est ça. Et moi, vers 2019, la fin 2019, j'ai vraiment commencé à m'intéresser sur le sujet. Donc, j'avais acheté ton livre et j'ai découvert la crypto-monnaie via, on va dire, mes recherches sur les revenus passifs.
OK, donc ouais, ouais, tu as eu IMO Crypto à peu près, en même temps sur, une vision d'investissement alors que finalement ça faisait, une plombe que tu étais, dans le BTP et dans l'immobilier quand même, mais tu avais pas Ouais. cette perception, avant, très, père riche, père pauvre, c'est ça? Et ouais, c'est ça, oui. Après, j'ai acheté pas mal de livres. J'ai dû en lire une quarantaine en un an et demi, 2 ans, Ah ouais, OK. sur un petit peu tout, quoi. Et donc voilà. Et ensuite, je me suis formé via ta formation en crypto-monnaie. Je me suis formé à l'immobilier via mes deux associés avec qui j'ai monté une boîte de marchand de biens avec financement participatif. Mmh. Voilà, qui ont, eux, une société de formation IMO sur Internet qui s'appelle l'École de l'Abondance. Ils ont formé plus de 1600 élèves, donc c'est assez costaud. Et eux m'ont formé au locatif. OK. Voilà. Donc je suis parti sur du locatif. Donc j'ai Donc investi tu as vraiment autour, commencé par autour le de tout ça. locatif? Parce que finalement tu es un homme Ouais, de terrain, donc évidemment avec beaucoup de connaissances et d'expertise, mais tu as commencé par le locatif? OK. ouais, j'ai commencé par le locatif. Et ensuite, l'histoire, en fait, c'est qu'au bout de allez, 2 ans, où c'est que je commençais vraiment à m'aguerrir sur le locatif, euh, j'ai Ben et Renaud, mes formateurs, qui m'ont demandé de devenir un petit peu l'expert travaux de leur formation. Ouais, tu m'étonnes, oui. Voilà, parce que en fait, dès qu'on avait des visios et tout ça, qu'il y avait des questions un petit peu travaux, mais moi je répondais dans le chat, mais en tant qu'élève, tu vois. Mmh, mmh mh. Et donc, ils m'ont contacté et ils ont eu l'idée, voilà, de me faire intervenir en tant qu'expert travaux via des visios qu'ils préparaient au sein de leur école. Mmh mh, mmh. OK, Donc, non mais c'est tout à fait logique. On a tous un expert travaux, enfin vaut mieux avoir un expert travaux. voilà, voilà. Et donc, à ce rendez-vous, moi, j'y suis allé avec en tête de leur proposer, ils n'étaient pas du tout au courant, hein, de leur proposer, voilà, de tourner une formation d'achat-revente, parce que eux, ils étaient exclusivement sur le locatif. Et donc, je leur ai proposé de tourner cette formation d'achat-revente. Donc, en fait, ce rendez-vous, il devait être de 11 heures à midi. Et finalement, on a mangé ensemble et le rendez-vous, il a fini à 16h30. Mmh mh, mmh mh. Bah, c'est Et donc, naturel. voilà, ouais, ouais, bon, on est des passionnés. Et pendant on va dire, le resto, là, qui a duré quand même pas mal de temps, eh bien, Ouais, on a eu cette idée aussi de monter une boîte de marchand de biens avec OK. financement participatif parce que les conditions, on va dire, pour accéder au levier bancaire se sont vraiment durcies ces derniers mois. Et donc, il fallait trouver des alternatives. Voilà, un entrepreneur, on avait des problèmes de financement et on cherchait des solutions ensemble. Bien évidemment, oui, ça c'est tout à fait logique également. Oui, bon après, bon, sans divulguer trop là, l'idée aussi de ce qu'on veut faire ensemble, ce qui arrange tout le monde, c'est que toi tu veux avoir plusieurs projets, de grossir et nous on cherche des nouveaux partenaires. Alors dans une certaine mesure, parce qu'on a aussi beaucoup de porteurs de projets avec qui avec qui on travaille et différents, niches d'investissements alternatifs sur lesquels on est positionné. Mais on a de plus en plus de clients et on a de plus en plus de clients qui veulent aller sur des choses aussi peut-être un peu plus traditionnel. C'est aussi, dans cette logique-là qu'on a eu des nouveaux produits et services, nous, depuis 2022, notamment des voilà, les produits structurés, la défiscalisation, sur des choses qui sont demandées et qui vont quand même dans une logique pertinente par rapport à ce qu'on propose jusqu'à maintenant. Donc là, l'idée, c'est aussi d'avoir des personnes qui puissent se positionner, sur, de l'IMO, assez punchy, on va dire, en termes de projet et de rendement. Quel est toi, peut-être dans ton expérience, immobilière, dans ta carrière d'investisseur, que ce soit locatif ou marchand de biens, ta la plus grosse merde qui te soit arrivée? Dans le locatif, c'est assez récent. OK, très bien, si tu veux en parler, bien évidemment, mais Oui, oui, bien sûr, c'est un impayé qui a été très compliqué à gérer. ouais, Voilà, des personnes un petit peu malhonnêtes bon, c'est huissier de justice. Bah, au moins, voilà, je connais les démarches des, des loyers impayés, tout ce qu'il y a à faire, et je perdrai quand même beaucoup moins de temps que précédemment. mais tu as Mais un conseil par rapport à ça, du coup? Parce que enfin, moi, ouais, dire que ça m'est arrivé, mais 2 fois, mais très, très, très rapide parce que ça a duré qu'un mois et parce que justement je savais d'avance ce qu'il faut faire. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a des choses à faire, qui va faire que, on entend souvent: «Oui, j'ai des problèmes, ça dure ça dure une plombe, machin chose». Alors il y a des cas particuliers et des cas plus atypiques que d'autres, mais il y a des choses à faire et ça peut être très, très court. C'est-à-dire que les 2 seules fois, moi, ça m'est arrivé, le mois d'après, enfin le deuxième mois, c'était réglé, enfin on n'en parlait plus. et ouais, moi, c'était compliqué parce qu'en fait, c'était un T4 avec une famille dedans. Ouais, ouais, c'est déjà plus complexe, oui.
Et en fait, le mari est parti et a laissé la femme avec les deux enfants seule dans l'appartement et donc elle pouvait pas régler le loyer qui était Mmh. initialement divisé en deux. Ouais, Et ouais. pour faire partir une femme seule que le Ah oui, mari vient bien de sûr. laisser avec deux L'aspect enfants, moral derrière aussi, ouais. ça a été très très compliqué. OK. Donc voilà, donc j'ai essayé de trouver des solutions avec elle. Et cette dame était quand même assez malhonnête, donc ça a été compliqué aussi par rapport à ça. Ouais. Beaucoup de choses dites et qui n'étaient pas faites. Et donc j'ai essayé de l'aider, laisser traîner un petit peu jusqu'à ce que finalement j'appelle l'huissier et qu'on mette en place l'expulsion, quoi. OK. Donc voilà, mais c'est quand même, on a toujours des délais incompressibles d'expulsion, hein, donc c'est assez long dans tous Oui, les cas. oui. OK, très bien. Est-ce que peut-être dans ton expérience de marchand de biens, il y a eu des problématiques autres? Alors c'est sûr que voilà, je pose cette question parce que c'est bien de parler de success story, de parler des choses qui fonctionnent, donner des beaux chiffres, des belles réussites. Après, c'est sûr qu'il y a évidemment des choses qu'on va pas forcément montrer et surtout, c'est plus intéressant, pour l'auditeur parce qu'on voit les problématiques et les choses qui gênent et qui n'ont pas fonctionné, sur lesquelles on peut poser des solutions. Le fameux iceberg de l'investisseur. Ouais, voilà. Alors, je sais pas si du coup, en marchand de biens, tu as eu des oh, pas forcément, c'est pas quelque chose de dramatique, hein, puis on n'est pas en train de parler non plus de 50 ans d'expérience en immobilier, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé là-dessus, sur lequel tu peux revenir, un conseil ou quelque chose de particulier, avant qu'on rentre de manière globale dans ce marché et dans l'immobilier au sens large? Alors, honnêtement, autant dans le locatif, tu gères pas grand-chose, tu es quand même assez tributaire de Oui, tes mais c'est oui, locataires. c'est pour ça que je Vo pose la question. voilà, autant dans le marchand de biens, vu l'expérience que j'ai en niveau travaux, je n'ai jamais eu de soucis ou alors les soucis que je peux avoir moi, je vais les appréhender peut-être, différemment, beaucoup plus facilement qu'une personne qui se lance dans le marchand de biens, qui a les fonds, mais qui n'a pas forcément les connaissances en travaux. Ouais. Je sais pas, c'est un raccord tout à l'égout qui se passe mal, mais c'est pas grave. Voilà, moi je suis capable de louer une mini-pelle et le lendemain être sur le chantier, faire les tranchées et raccorder, voilà, ça va me prendre une journée. Pas Des moi. choses comme ça. Ouais, voilà. Donc le marchand de biens, c'est vraiment ce qui me correspond vraiment le mieux. Parce que je gère tout de A à Z et c'est vraiment OK, mon super. expertise première. OK, alors, est-ce que là, on va commencer à parler de l'immobilier aussi, pour la plupart des auditeurs et des investisseurs IMO qui nous écoutent. Hem, bon, voilà, l'immobilier actuellement, les changements qu'il y a eu, l'immobilier à venir pour 2024, est-ce que tu veux nous voilà, je te laisse vraiment la porte ouverte, sur la conjoncture actuelle et de nous dire ce que tu en penses, ce qu'il faut, il y a aussi la question, alors je te la pose de suite maintenant, mais j'en ai eu certains qui m'ont dit: «Oui, justement, c'est le bon moment de se calmer sur le locatif et d'aller plutôt sur le marchand de biens». Pourquoi? Comment? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que c'est vraiment pertinent comme remarque? Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait une espèce de rotation sectorielle. Où j'ai vendu pas mal de locatifs et je me suis vraiment tourné vers le marchand de biens. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau des loyers impayés, on était à peu près à 1 en 2021 de loyers impayés sur la France et là, Oui, aujourd'hui, on a plus de 3 en ce moment parce que la conjoncture actuelle, l'inflation, tout augmente, ah bien sûr. le prix les prix alimentaires, de première nécessité et donc quelque part, tout ça va être mis en priorité, au niveau des foyers et c'est normal, il faut bien que les gens mangent, mais quelque part le loyer va être, payé en dernier. Et donc là, on est quand même sur l'augmentation, on est à plus du triple de loyer impayé. Donc ça, Ouais. c'est quand même quelque chose Bon et qu'il au faut moins, il y a des huissiers prendre qui en sont compte. contents. Ah, les huissiers, ils sont débordés, eux, ils sont contents, ils recrutent en ce moment. On a aussi, notamment la dernière niche fiscale qu'on avait en locatif, le LMNP. Là, il y a une loi qui est en train de passer, qui va faire la réintégration des amortissements, chose ce n'était pas le cas Ouais, tu peux en parler une récemment. minute juste pour ceux qui sont pas au courant, parce que ça reste très récent quand même? Oui, oui, c'est très récent, c'est pas encore acté, mais ça Oui, va l'être, hein. Voilà, c'était vraiment la dernière niche fiscale. D'ailleurs, si tu regardais un petit peu tous les formateurs sur Internet, ils disaient, voilà, le LMNP c'est très bien, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Ça faisait des années qu'on entendait ça, mais là, ça y est, on y est vraiment. Donc, ouais, ouais, la réintégration, un petit peu comme les SCI à l'IS.
Quand vous allez vendre votre bien, vous allez devoir réintégrer les amortissements dans votre plus-value. Alors, pour vous donner un exemple concret, si vous amortissiez 4 000 € sur le bien que vous aviez par an, si au bout de 10 ans, vous mettez en vente votre bien, eh bien, vous faites les 4 000 fois les 10 ans, donc vous allez devoir réintégrer 40 000 € supplémentaires à votre plus-value. Mmh. OK. Voilà, c'est Ouais. quand même quelque chose d'assez négatif, on va dire, pour le LMNP. Même si il y a toujours tous les avantages de la SCI, on peut déduire énormément de choses à l'MMP, sauf qu'on est quand même bloqué à 23 000 € annuels de Oui, loyer. bon ça change pas. OK. Voilà. Et comment tu vois la chose du coup? Est-ce que, voilà, pour quelqu'un qui fait du LMNP, est-ce que, justement c'est, une nécessité de diversifier? Est-ce que c'est plutôt, en termes d'exploitation? Est-ce que c'est aussi indirectement pour faire aussi du marchand de biens si on veut vraiment aller au bout de la chose, même si c'est finalement pas du tout la même logique et que ça reste un métier et que on s'écarte vraiment de l'immobilier locatif, passif, on va dire? Ouais, pour si on passe en marchand de biens, tu parles? Oui, 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 c'est-à-dire que ça c'est ce changement à LMNP va nécessiter des changements, enfin surtout dans une stratégie d'investisseur, c'est-à-dire que en termes de vision également. Oui, bien sûr. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent en vente là, depuis cette année, depuis que cette loi est censée passer, parce qu'elle est toujours pas passée. Donc, il y a pas mal de biens LMNP qui sont à la vente pour récupérer, on va dire, pour ne pas avoir les amortissements à réintégrer. Ouais, Euh, niveau le LMNP pour moi c'est du nom propre, hein. C'est du nom oui, propre, bien donc sûr. ça peut être très bien pour avoir un cash flow positif qui te rentre directement dans ta poche et en faire ce que tu veux. Donc moi je trouve que c'est quand même assez cohérent si on veut gagner un petit peu plus d'argent et avoir, je sais pas moi, 300 € de cash flow avec ton LMNP, 400 € et pouvoir en profiter de suite, je trouve que c'est cohérent. Ce n'est pas la même approche, je trouve, qu'avec une SCI, où c'est Non, que pas tu as du tout. l'argent qui est bloqué, c'est une société, c'est tout autre, quoi. Oui, bah, de toute façon, enfin même c'est calculé pour, hein, dans LMNP, tu peux pas non plus, aller, jusqu'à 10 000 € de cash flow dans ta poche tous les mois, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi fait pour que tu passes en société et ça a toujours Ouais. été le cas. C'est bien, tu as l'argent à la fin du mois, c'est dans ta poche, c'est directement, toi en nom propre et c'est différent. Après j'avais eu, effectivement cette conversation un peu plus poussée sur une volonté en fait finalement du pays, du gouvernement à, in fine presque supprimer complètement, le nom propre, le particulier, investissement IMO en perso pour, n'avoir que, de la société. Donc si on veut pousser le bouchon, c'est-à-dire que potentiellement on peut déjà anticiper pour, quasiment, même pour ceux qui ont déjà du LMNP, parce que j'en ai aussi par exemple, hein, mes 2 premiers c'était en LMNP, j'ai toujours en LMNP, de transiter potentiellement avec un coup d'avance sur de la SCI et d'avoir potentiellement tout en société pour anticiper cette volonté de supprimer entièrement l'investissement en nom propre. Ouais, alors, je sais pas s'ils vont lâcher quand même le nom propre purée, tu vois? Je te parle du micro. Ouais, C'est quand même vachement avantageux pour l'État parce que ah bah c'est ça c'est sûr. énormément de personnes qui gagnent, on va dire, bien leur vie et qui n'ont pas besoin, on va dire, de se former à l'immobilier parce qu'ils gagnent bien leur vie. Donc, ils achètent un appartement en nom propre, ils le mettent à location et ils ont leur vision comme quoi, dans 25 ans, ça sera payé, ça sera ma retraite. Mais pendant toute la durée de détention du bien, ils se font défoncer par les impôts. Je Ah discutais bah avec un clairement, oui, ami oui. ouais, qui était pareil, qui gagnait bien sa vie et qui a investi en nom propre et qui a acheté l'appartement. Mais il sort de sa poche 300 € par mois pour payer ben, la taxe foncière, les assurances et tout ça, quoi. Alors Mmh. qu'en société, on peut quand même défalquer pas mal de choses et on peut plus facilement arriver à un cash flow positif et notamment donner moins d'argent à l'État. Enfin, Clairement, clairement. Ah bah, voilà. après, il y a toujours un conflit d'intérêts parce que je me dis aussi que les gens qui font les lois, ils ont aussi de l'immobilier, et qu'ils potentiellement, ils se coupent l'herbe sous le pied, également en faisant certaines choses, enfin, en mettant en place certaines choses. Donc ils vont pas absolument tout supprimer, mais la logique voudrait plutôt de tendre vers la société, donc d'anticiper, mais c'est comme tu le dis, bon, ça sera pas demain et ça sera progressif. Après, on verra aussi, comment le monde et le pays sera dans 10 ans, dans 20 ans. Ça sera aussi, hein, des changements qui devront être appliqués par rapport à la conjoncture.
Ouais, c'est On ça. parle Mais tu vois, tu me fais vas-y. penser au DPE, le DPE. Oui, Et il y a des choses aberrantes quand tu vois que les classés G seront interdits à la location en 2025. Mais je vois pas comment on peut faire passer cette loi et ne pas avoir une crise de logement derrière. ouais, ouais. Non, mais oui, il y a tellement de choses et DPE, c'est un bon exemple parce que je pense que tu es le premier à valider ce que je vais dire, mais c'est dans la réalité, c'est impossible à mettre en place et ils font déjà marche arrière. Et c'est ça. Et quand tu penses qu'en 2028, c'est quand même demain, les classés F seront interdits aussi à la location. Ouais, 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 ouais. Et on parle même pas des E en 2034. C'est, oui, c'est utopique, hein. C'est ça, non, non, mais bon, souvent c'est utopique, hein. C'est beau sur le papier, mais derrière c'est très compliqué enfin, même pour des professionnels, et des enfin je mets, quand je dis professionnel, c'est un investisseur, hein, c'est-à-dire il faut qu'il ait une démarche professionnelle. Mais déjà, si même s'il y avait que des investisseurs dans le pays, ça serait déjà très, très, très fort compliqué. Plus tout ce qui va avec, hein, l'inflation, l'augmentation des matières premières, l'impact que ça a. Et à côté, bon, bah, tu as les particuliers qui veulent même pas en entendre parler, qui veulent même pas faire ce genre de projet et du coup ça vend et ça se tient pas parce que et de l'autre côté, il y a les taux qui augmentent. Enfin, ça n'a aucun sens. En parlant de taux qui augmentent, est-ce que tu veux, parler un petit peu des conditions actuelles de la hausse des taux? Ouais. Ben, en ce moment, on est aux alentours des 4,35 sur 25 ans, Ouais, avec un endettement. Alors, ça, l'endettement, ça dépend de la situation de chaque personne, mais en général, au maximum, on sera à 37% pour la plupart des cas. À part, évidemment, si on a un gros reste à vivre derrière, où c'est que là, on va pouvoir gratter quelques pourcentages. ouais, bien sûr. Mais ouais, j'ai un petit exemple, tu vois, en 2021, donc il y a 2 ans et demi, si tu voulais emprunter 300 000 euros, pour un couple qui gagne 4 000 euros par mois, ça faisait 1280 euros par mois de mensualité. Ouais. Donc jusque-là, on va dire cohérent. Et là, en 2023, avec les conditions actuelles, la même somme, 300 000 euros, on passe sur une mensualité de 1720 euros à peu près. En Mmh, ce mmh moment, mh. on est sur ces chiffres-là. Et donc, il faudrait que ce même couple gagne 5200 euros à deux. Ah, Ouais. donc, en 2 ans et demi, il faudrait que le couple gagne une augmentation de salaire de 1200 euros. Mmh, 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 mmh. Ce qui n'est Donc pas le cas, voilà, et effectivement, ce qui n'est mais pas le cas, hein. et Et puis par mois, ça leur fait un delta de 440 euros de plus à mettre, ce qui est énorme avec la oui, et montée puis ça du coup, c'est pas dans le de sens tout, là, c'est quoi. dans le sens inverse et du coup, ils peuvent, leur projet, enfin leur maison, sera plus petite, il y aura moins de surface, c'est surtout dans le sens là. J'avais calculé que pour une augmentation de 3 de taux, il y avait du coup une capacité d'emprunt factuel de moins 30 en vrai. C'est-à-dire que si tu fais plus 3 sur le taux, tu as moins 30 de capacité, quasiment, par rapport à ce que tu veux acheter. Donc c'est énorme, c'est énorme. Bon C'est après, ça. ça existait déjà à l'époque évidemment, c'est tôt, hein, on va pas non plus, cracher dans la soupe et puis même dans tous les cas, même pour un investisseur, ça reste rentable, hein, d'emprunter à ce taux-là pour après, c'est sûr qu'il faut pas avoir un projet, à 1 de rentabilité parce que là, sur le papier, c'est facile à calculer. Mais si on Ouais, fait quelque chose de pertinent, et que, on est avec une belle rentabilité, dans tous les cas, même sans parler de cash flow, il faudra toujours mieux emprunter, encore plus si la vélocité actuelle de l'inflation, de la valeur vraiment intrinsèque du fiduciaire, de l'euro, et de ce qui peut se passer dans les années à venir. C'est-à-dire que ça, on l'oublie souvent aussi, c'est-à-dire qu'on emprunte et on emprunte à un taux, fixe et à une certaine valeur de l'argent à un moment donné. Mais entre-temps, tu rembourses certes, mais il y a aussi potentiellement l'augmentation des loyers, la baisse de la valeur de l'argent et de tout ce que ça va représenter plus tard. C'est-à-dire que ça peut être insignifiant d'avoir emprunté finalement, même si c'était un taux, à 4 ou 5 aujourd'hui. ouais, c'est clair. Et par rapport à ta data des 30%, ben moi, je l'ai subi de plein fouet parce que j'ai un exemple, hein, j'ai mis en vente une maison via le marchand de biens, un projet que j'avais. Et donc, j'avais des visites de couples, de jeunes couples. La maison était à 380 000 euros en vente. Et donc, ils venaient visiter. Et donc, ils étaient intéressés. Ils me faisaient une proposition, voilà, 375. Et
Et donc, je leur ai dit, ben, allez voir votre banque et dites-moi si c'est toujours OK. Elle me dit, ah oui, mais c'est bon, on l'a vu il y a 3 mois. Et donc, du coup, Ouais, oui, oui, à on 3 mois, sait oui, qu'on oui, peut, oui, c'est cela, oui. on sait qu'on peut emprunter jusqu'à 385. Donc, vous voyez, on a 10 000 en dessous, on est large. J'ai dit, ben, allez voir votre banque. À mon avis, vous n'avez plus la même capacité d'emprunt. Bah, et surtout que, Ils bon, sont revenus. avant, quand je dis avant, c'est avant l'augmentation, mais ça changeait peut-être tous les mois ou tous les trimestres, mais enfin, depuis un an, ça change toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que C'est ça. Et puis, le c'était temps de des faire le dossier, ça a 0,25. déjà augmenté. Ils sont obligés de bloquer. Enfin, le banquier, il est obligé de te dire attention, si je peux bloquer, mais c'est pas sûr, le taux, le machin. Enfin, ça a tellement. En 3 mois, tu as eu 8 augmentations. Et c'est ça, de 0,25 points de base. Mais le particulier, ça, il le sait, il s'en rend pas compte. Ah, bah oui, Et, oui, oui, et oui. donc, ils sont revenus et ils m'ont dit, ben, monsieur, monsieur, désolé, on peut emprunter que 345 000 finalement. Ils ont perdu 40 000 euros Ouais. d'emprunt en 3 mois et j'ai eu 4 couples comme ça, où c'est qu'ils pensaient pouvoir et finalement, c'était pas possible parce Hmm. qu'ils ont Bah, perdu et après, puis ils étaient effarés. 40 000 euros pour eux, c'était énorme. bah, en 3 mois, ouais. Bah, tu m'étonnes que c'est. Alors, on a connu des taux, bien évidemment, dans l'histoire supérieure, mais l'augmentation, enfin l'accélération, par contre, a été historique. C'est dit 2 choses différentes. C'est-à-dire que de passer de moins de 1 au taux actuel, ça a été l'augmentation la plus rapide de l'histoire. Et alors c'est un peu aussi un peu la faute de l'agent IMO là-dessus, parce qu'un particulier, je veux bien, qu'il ne sache pas et c'est normal, s'il a même pas envie. Bon après, il y a l'envie et la réalité parce que bon après si tu as pas envie de comprendre la macroéconomie, de comment fonctionne le monde, c'est une chose, mais après, si tu en subis les conséquences, c'est à toi de d'assumer. Mais, il y a beaucoup d'agents IMO aussi qui, bon au début, ils se voilaient la face et eux-mêmes ne comprenaient pas forcément tous les tenants, les aboutissants. Mais à un moment Mm. donné, il faut que l'agent IMO ou le professionnel aille dire clairement aux particuliers, voilà, bah, voilà, c'est telle chose, c'est ça ce qui est en train de se passer, les taux, pourraient continuer d'augmenter et voilà, tout simplement. Bien sûr, ouais, il y a le bon agent IMO et le mauvais agent IMO, c'est comme tous les métiers. Ouais, ouais, voilà, j'en ai vu, hein. J'en ai vu des très bons et des mauvais. Tu penses que ça va augmenter jusqu'à combien d'ailleurs? Tu Alors sortir moi, la boule de je cristal. pense que niveau augmentation, ça va encore un petit peu augmenter, mais je pense comme toujours qu'on se cale toujours au niveau des États-Unis, avec quelques mois de retard. Aux États-Unis, on est à peu près à 5,25 en ce moment Ouais, pour augmentation de taux. Et là, ça y est, on est parti sur, ça va stagner pendant un petit moment, du moins ouais, aux c'est ça, ouais. États-Unis. Et je Oui. pense on va aller flirter avec les 5%, je pense, vers chez nous. Et ensuite, rester sur ça. Et je pense pas qu'on ait de baisse avant un petit moment. Donc, il faut Ouais. s'attendre à passer l'année 2024 avec des taux à 5%. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense alors je sais plus comment Christine Lagarde avait dit la chose, je l'avais partagé sur Instagram, c'est-à-dire qu'elle avait dit que c'était, une décroissance, de l'augmentation. Enfin pour pas dire que ça continuait d'augmenter, elle disait que ça augmentait, mais moins en parlant de décroissance de l'augmentation. Ouais, C'était bien tourné, c'est une vraie politique, politicienne. Mais oui, effectivement. Alors ça suit un peu les US avec, un décalage, ça c'est évident. Après ils ont une habitude de consommation et de crédit qui est complètement différente de nous, de l'Europe, des pays latins, de la France. Parce qu'eux, ouais, ils vivent à crédit sur absolument tout. Alors le ouais, français a quand même peur du crédit. Alors pour lui, crédit, le français, c'est quand même d'abord la maison, la voiture, et le reste, ça fait peur, hein. Même s'il y a pas mal de gens qui font du crédit à la conso pour s'acheter des trucs à la con, mais c'est pas du tout, du tout, du tout la même consommation que les Américains. Ce serait d'ailleurs, c'est un sujet particulier, mais ils ont un scoring de crédit ahurissant et ils peuvent ne pas rembourser, mais ils peuvent continuer à faire des crédits qui augmentent sur leur carte et derrière, ça augmente. Enfin, tu peux te retrouver à pouvoir faire plein de choses, acheter plein de choses et à accumuler des centaines de milliers de dollars avec un taux qui est ahurissant. Enfin bref, donc c'est pas exactement la même façon de voir, mais comme tu le dis, faut regarder la tendance et on n'est pas sur potentiellement un top. Et ça rejoint tes propos, c'est-à-dire qu'on peut continuer à augmenter un tout petit peu. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, hein, ça augmente pas tant qu'avant, et heureusement, parce qu'on serait à 7-8, hein. ouais. Mais on est sur bientôt le haut d'un plateau.
en termes de taux. Mais c'est très bien, hein, parce que c'est OK, hein, d'avoir du 5 et il vaut mieux que ça soit le cas et que ça dure, pour calmer le jeu sur, l'hyperinflation et sur plein d'autres sujets, hein, donc ça, c'est évident. Ouais, c'est ça, mais alors pour revenir, pourquoi j'ai fait une espèce de rotation et je suis allé plus sur le marchand de biens parce que pour moi, on est sur un marché, en ce moment de particuliers. Pour tout ce qu'on a énuméré, précédemment, l'investisseur, c'est assez compliqué. Tu vois, les impayés, le LMNP, maintenant, il faut un apport de 10 à 20. Oui, 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 oui. Le logement neuf, c'est l'anarchie. C'est très compliqué pour les Ah promoteurs. ouais, là, c'est violent, là. Et tu vois, là, ils ont reconduit le PTZ jusqu'en 2027. Donc, suivant la situation familiale, tu peux avoir entre 20 et 40 de prêt à taux zéro. Ça, c'est super quand même pour la capacité d'emprunt d'un particulier. Et puis, c'est quand même assez simple pour lui, hein. Tu vas voir ton banquier, tu lui dis, voilà, monsieur, combien je peux emprunter? Tu as ton budget et tu cherches en fonction de ton budget. Évidemment, tu vas faire un point tous les 15 jours, 3 semaines, parce que les taux Un montent, abonnement, ouais. voilà, même si on se calme. Mais donc, voilà, le particulier, lui, il se met à chercher dans la fourchette de prix que le banquier lui donne, et puis voilà, et ça tourne. Donc, pour moi, on est vraiment sur un marché de particulier, donc faire du marchand de biens en maison individuelle ou appartement pour un primo-excédent, je trouve que c'est pas déconnant en ce moment, du moins. Mmh. Autant je te redis, en 2020-2021, à fond, allez-y au locatif, hein, c'était la folie. Les taux étaient à moins de 1%. Ah bah, oui, oui, oui. Euh, le 110%, j'ai l'impression que 90% des personnes avaient accès au 110%. Ah, sur le Euh, papier, oui, clairement. Franchement, en 2020-2021, ouais, moi qui en ai fait, je faisais partie de l'école de l'abondance où c'est qu'on avait des visios avec plusieurs investisseurs dans la France. La plupart, on était à 110%, hein, c'était exceptionnel pour le locatif à l'époque. Mais autant maintenant, je me tournerai plus vers voilà, le marchand de biens et le marché de particuliers, comme Ah je non, t'ai mais dit. le post-covid a été incroyable. Enfin, c'était, une courte période dans notre histoire, mais c'était de l'argent gratuit, mais partout, hein. C'est-à-dire qu'on l'a vu aussi, pour le coup, dans l'investissement alternatif, mais en equity, les valorisations avaient explosé. C'était clairement les porteurs de projets qui avaient, la force de frappe, qui avaient le pouvoir, qui décidaient de tout. Les investisseurs, c'était à peine si tu pouvais rentrer parce qu'il y avait tellement d'argent partout. Impression monétaire incroyable aux US, enfin, c'était, tout et n'importe quoi et ça se ressentait. C'est-à-dire que là, l'immobilier, c'était pareil, les vannes étaient ouvertes, et clairement. J'ai envie de dire souvent pour un investisseur vraiment, dans l'IMO et qui n'est pas là que pour un ou 2 projets, bon, le taux, il va être lissé. C'est que ça fait des années que tu fais de l'IMO, si tu vas en faire encore pendant des années, si tu as eu à 1, si tu as eu à 5, si tu as eu à 2, si tu as eu à 3, enfin, tu auras une moyenne de 2, 3, enfin, tu auras quelque chose de cohérent, enfin, dans l'hypothèse où tu réussis toujours à emprunter, bien évidemment, mais faut pas se cantonner à se dire: «OK, bon là», même pour quelqu'un qui débute, c'est-à-dire que malheureusement, c'était mieux il y a 3 ans, ça c'est sûr, on va pas se mentir, mais c'est pas un frein où on va se dire: «Bah non, je fais plus rien et j'attends que ça descende». C'est-à-dire on va faire des choses en ce moment. Il y a des choses mieux à faire que d'autres, c'est cyclique et peut-être que ça redescendra dans 5 ans. Ah, mais c'est clair, je dis pas qu'il faut pas faire de locatif, je dis juste moi, personnellement, ce que je fais et vers quel secteur je me suis tourné, parce que pour moi, je trouve que c'est plus avantageux en ce moment. Mais le locatif, bien sûr, je continue à chercher des biens Mmh. pour faire gonfler mon revenu passif niveau locatif, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir des loyers qui tombent sans, une fois que tu as tout fait comme il faut. Voilà, c'est pas du marchand de biens ou c'est que je suis toujours sur des chantiers, à des réunions, à gérer des artisans. C'est de l'actif. Ah oui, 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 oui. Oui, bah, Voilà, ça il aussi, faut c'est-à-dire faire les deux, quoi, que voilà. Heu j'avais eu une conversation, sur le sujet avec c'était un séminaire, immobilier, pas que immobilier d'ailleurs, il y avait, une vision différente, une philosophie différente, où tout simplement le sujet c'était: «Est-ce qu'on va faire de l'immobilier locatif ou du marchand de biens et c'était laquelle la meilleure des stratégies?» En fait, il y a pas de meilleure stratégie, les 2 sont très bonnes, les 2 se tiennent, c'est juste qu'elles sont complètement différentes. Moi, j'ai jamais fait de marchand de biens, enfin, en titre perso, j'en ai fait, indirectement, en pro pour des clients,
mais j'en ai jamais fait parce que c'est un métier et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que c'est ton temps et ton énergie va être dessus. Alors tu peux faire des très belles rentas, tu peux faire sur un projet, presque finalement, l'addition de tous tes loyers si ça avait été du locatif sur un an. Par contre, je suis bien content de passer que peut-être, 10 heures par an sur mon locatif. C'est pas la même vision du tout. Alors que si c'est un job en fait, marchand de biens et ce que ça ne l'est pas forcément si on était maire de biens sur du locatif. Bien sûr, c'est un job, il faut, on a toutes les assurances, voilà, si on est professionnel de l'immobilier, attention. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas du locatif ou du marchand de biens ou du Airbnb. Voilà, moi, je préfère Oui, faire du et. Je préfère faire du et faire et du locatif et du voilà. marchand de biens et du Airbnb Oui, et de comme la ceux qui bourse avaient et de la fait, crypto. et de la crypto, beaucoup de crypto. Ceux qui avaient fait 100 Airbnb pendant le covid, forcément, c'était un peu compliqué. Donc c'est un peu Voilà, la même logique. c'est ça. Et puis en ce moment, tu vois un peu partout dans le monde que les Airbnb, ça commence à être Ouais, interdit. ouais, ouais, ce qui se passe à New York, là, c'est violent, hein. Et c'est ce que j'avais en tête à New York, si ceux qui étaient à Airbnb et qui étaient rentiers par rapport à ça, en ce moment, ça doit être compliqué pour eux. Ouais. Bon, je pense qu'ils peuvent revendre, parce que même Oui, s'ils bien ont sûr. acheté en 2015, pour faire du Airbnb, maintenant ils revendent, là, ils font une très, très, très belle plus-value, je pense. Alors justement, parlons du marchand de biens, parce qu'on en a parlé, déjà plusieurs fois, mais est-ce que tu veux, donner des conseils par rapport à ça? Quelqu'un qui voudrait se lancer ou toi, ton expérience, voilà, en l'IMO, le marchand de biens en 2024, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Très succinctement quand même, mais par rapport à toi, comme tu l'as dit, ta propre rotation sectorielle, heu, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, faut vraiment savoir et avoir en tête que le marchand de biens, on est professionnel, c'est un métier. On ne peut pas devenir marchand de biens comme devenir investisseur locatif. C'est complètement différent. On va demander des assurances. Vous allez avoir des biennales, des décennales, l'assurance sur tous les Oui, travaux que vous allez faire. Vous allez devoir un peu chapeauter quelque part toutes les décennales de vos artisans. Donc il y a quand même énormément de risques si vous faites mal les choses. Si vous... Donc se former vraiment sur le marchand de biens, que ce soit sur Internet ou encore mieux s'associer avec un marchand de biens et voir comment ça fonctionne pendant quelques temps. Et ensuite, pourquoi pas se monter en parallèle. Mais c'est vraiment un métier. Il faut savoir de quoi on parle avec les artisans. Il faut bien choisir ses artisans. Il faut évidemment bien négocier les biens, connaître son prix au mètre carré par cœur. Franchement, on en aurait pour des heures à dire à allons-y. quoi faire attention. Est-ce que tu peux aussi peut-être donner des chiffres en même temps, ce que ça représente avoir toi, parce qu'il y a marchand de biens et marchand de biens évidemment, mais tu peux rajouter des zéros, derrière, par rapport à certains projets. Qu'est-ce que alors tu es à Toulouse, donc j'imagine que tu es aux alentours de cette région. Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres, à l'achat, en termes de travaux, en termes de temps aussi, ce que ça représente? Dis-nous tout. Alors, juste te faire le dernier projet que j'ai Bah, fait vas-y, et au moins là, le c'est factuel. projet, voilà, et le projet en cours. Le dernier projet que j'ai fait, j'ai eu 5 mois de travaux. Alors, je vais partir déjà sur la négociation parce qu'elle était affichée de mémoire à 245 000 euros et je l'ai négocié à 175 000. OK. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a quand même un pourquoi. Il y avait deux énormes fissures qui étaient assez longues sur la façade extérieure. Hein, hein. Et les gens n'y allaient pas parce qu'ils avaient très peur de cette fissure. Donc, sous-entendu que la maison était mal faite Ouais. et elle avait bougé, quoi. Donc, moi, professionnel, ben, évidemment, dans le gros œuvre, moi, les fissures, j'en bouche tous les jours. De par mon métier pendant 14 ans, enfin voilà. Et je sais reconnaître des fissures qui ne sont pas très graves, avec des fissures où c'est que c'est un petit peu plus grave, mais même les plus graves, elles sont réparables. Donc ça, premier point. Donc j'ai eu une énorme marge de négo par rapport à ces fissures-là. Donc c'est pour ça que je l'ai eu à OK. 175 000. Bravo. J'ai fait, bon, frais de notaire et travaux tout compris, 276 000 euros et revente entre 360 et 380 000. OK. Voilà, pour OK. 5 mois de travaux. OK, donc Euh, 6 mois, on va dire, du début à la fin? Un peu plus? et un peu plus, alors Si on compte, ouais, la partie vraiment de ouais, la partie notaire, hein, tu vois. ouais. Et la partie vente, tu comptes ouais, 10 mois. Allez.
10 OK. mois. Dans l'année, Et ouais, là, c'est calé dans une année, quoi. ouais, j'essaie toujours de faire, à part sur des gros projets où j'ai un gros projet avec beaucoup de mètres carrés et beaucoup de réhabilitation. Là, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais le ROI sera quand même nettement supérieur. Et là, en ce moment, un projet d'une maison, c'est vraiment un rafraîchissement. Pareil, elle a été très bien négociée parce que c'était une cause de divorce. Donc, elle était affichée à 275 000 euros. Je l'ai eu à 241. OK, deux On cent a, quarante et un. on a, on a 52 000 euros de travaux de mémoire et on sera sur une revente de ce type de bien entre 375 et 385 000. OK, ouais, tu es dans la fourchette de 200 à 500, quoi, pour être très large. C'est ça, pour être très large, c'est ça. Et après, je peux aller sur des plus gros biens. Récemment, je n'ai pas pu y aller parce que j'avais pas les fonds, j'étais déjà engagé ailleurs. Mais sur de la vente d'immeubles et ensuite de revendre à la découpe, là, on sera plus sur des budgets entre 400 et 700 000. Mmh. Bon, après, bon, Voilà. évidemment, il y a une clientèle pour chaque marché, mais c'est pas plus malin d'aller sur des gros en ce moment. Parce que là, l'avantage des plus petits, c'est que c'est aussi plus liquide et tu as potentiellement plus de monde qui peuvent l'acheter, par rapport à ce que ça représente en termes de prix. C'est Heu, exactement ça, ouais. ouais, ouais. OK, bah, très bien. Est-ce que, le conseil, je dirais, numéro un pour quelqu'un qui veut se lancer en marchand de biens en 2024, alors OK, c'est faut être professionnel, faut maîtriser la chose, mais peut-être, je sais pas, un tips, un peu plus subtil, quelque chose qu'en général les gens voudraient bien savoir, pour se lancer? Alors, autant c'est un métier vraiment de professionnel, il faut se former. Autant si on a les bons artisans, qu'on est bon sur le planning, qu'on sait bien négocier, il y a, il faut pas énormément de compétences pour devenir marchand de biens. Il faut la connaissance, mais il faut pas être doué, quoi. J'ai pas de tips à donner parce que si tu maîtrises tes travaux, tes coûts, le planning, tu peux pas t'arriver grand-chose, quoi. Oui, non, mais bien alors évidemment, il faut maîtriser ces chiffres et il y a pas de secret. Heu, Après clairement, on va peut-être commencer par un petit projet. On va bien maîtriser absolument, tout son prévisionnel pour pas faire de bêtises. Et avoir un plan B, généralement, c'est toujours une bonne idée par rapport à ce qu'on veut faire, sur son financement. Après, ça dépend encore une fois si tu mets beaucoup de capital, si c'est un financement, par rapport à ton ami banquier, qui est vraiment sur le marchand de biens, parce que ça aussi, c'est le nerf de la guerre et c'est particulier quand on fait du marchand de biens. Je sais pas d'ailleurs si tu veux en toucher 2 mots par rapport au financement pour le marchand de biens? Ouais, ben justement, c'est assez compliqué pour le levier bancaire en ce moment, pour tous les marchands de biens, que ce soit promotion ou marchand de biens, les ventes sont quand même assez fermées. Ouais, Même si tu as eu des années d'expérience et que tu as eu des lignes de crédit auparavant facilement, là c'est quand même un peu plus compliqué. ouais. D'où, encore une fois, tu vois, en entrepreneur, on se confronte à un problème de financement via les banques. Voilà, faire un financement participatif pour faire participer un petit peu tout le monde et redistribuer les rendements lors de la revente, c'est une façon, on va dire, en parallèle de financement qui peut être intéressante. Mmh, bien Voilà, sûr. pour continuer à faire des projets et attendre un petit peu faire le dos rond pour que les banques réouvrent les vannes. Je pense que ça sera le cas en début d'année 2024. Parce que c'est une banque, hein, c'est une société, elle a des chiffres à faire, Oui. elle doit avoir des clients. Donc, je pense que les 6 premiers mois seront propices à aller Oui, c'est chercher du sûr. Bah, on n'oublie financement. pas que là, bon, techniquement, on est au mois de novembre. C'est ça. C'est pour ça que je te parle en ce moment. Ouais. C'est déjà la fin de l'année et bon et en plus, je crois, il y avait déjà des banques, mais c'était vraiment n'importe quoi. Il y en avait une, bah, c'était l'année dernière, mais qui avait au mois de juillet, elle avait dit qu'elle pouvait elle finançait plus personne parce qu'elle avait déjà atteint son quota. Heu, donc c'est un peu la même logique et tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que c'est plutôt la première partie de l'année sur laquelle il faudrait charbonner sur la partie financement. Si on fait un dossier en novembre ou en décembre, c'est pas l'idéal. Heu, Ouais, Ceci dit, voilà, il suffit d'attendre, 4 semaines, 5 semaines non plus, tu arrives au mois de janvier et c'est bon, mais c'est le jeu, tout simplement. c'est ça, c'est le jeu. Et puis, quand bien même ça réouvre les vannes,
Je trouve qu'encore une fois, de faire de faire du financement via les banques et du financement participatif pour Ouais. faire grossir les projets et en faire de plus en plus au fil des ans. OK, non, mais c'est une très belle vision que tu as. Bah, merci infiniment. On va bientôt, conclure, sur cette, émission, qui est passionnante. Est-ce que tu peux nous parler de potentiellement de tes projets à venir? Comment aussi tu te vois toi dans 10 ans? Donc à court terme pour les projets à venir et un peu plus à long terme. Est-ce que tu seras toujours sur la même région? Où tu te vois? Comment tu te vois? Alors les projets, à venir, c'est, de faire, vraiment gonfler, ce financement participatif au niveau des projets de marchand de biens et comme, je t'ai dit précédemment aussi de lever de la dette, via les banques et de faire, minimum entre 8 et 12 projets par an. OK. Alors si je dis ça parce que ça peut paraître énorme, c'est parce que je connais beaucoup d'artisans du fait que j'ai 14 ans d'expérience dans le gros œuvre aux alentours de Toulouse. Donc en 14 ans, j'ai rencontré de très bons artisans. Donc il y a plusieurs équipes que je peux faire tourner. Mmh. Donc voilà, 8 à 12 projets, c'est pas déconnant. Oui, des opportunités d'achat, c'est du coup. Et c'est surtout que oui, en ce moment, voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit, tu vois, les classes G que les propriétaires veulent se débarrasser parce qu'ils n'ont pas les moyens peut-être forcément de faire les travaux énergétiques, que ce soit maison ou appartement, hein. Donc là, il y a pas mal de choses à faire par rapport à ça. Donc voilà, et où je me vois dans 10 ans, alors et ma conjointe, c'est plus son projet elle qu'à moi, mais elle aimerait déménager côté des Landes, océan. OK, belle Et région. donc, vu que moi je serais plus dans le marchand de biens, pourquoi pas faire du marchand de biens sur cette région là-bas. Un prix de l'immobilier un petit peu cher, mais très, très belle région. Ouais, mais pareil, tu vois, beaucoup de Airbnb, alors parce que ça fait des années qu'on y va maintenant vers là-bas, et les gens ont beaucoup de mal à se loger parce que tous les Ouais, appartements et maisons sont en Airbnb, ou alors tu as des locations de septembre à juin, et c'est tout. Mais oui, voilà. après, les 2 mois d'été, et tu te fais virer ton logement parce qu'ils mettent tout en location saisonnière. Et La je pense que gestion, là-bas, c'est c'est tellement un gros problème qu'on va arriver à des grosses restrictions de Airbnb là-bas. c'est extrémiste. C'est Ouais. extrémiste. OK, OK. Bah, pour ceux qui, voudraient investir avec Brice et moi, pour faire simple, on peut pas faire plus simple, hein. Ouais. Il y a un petit quelque chose dans la description. Comme on vous l'a dit tout au début, il y a encore de la mise en place à faire, évidemment déjà par rapport au projet, mais même nous d'un point de vue structurel. Donc ça se fera bientôt. Évidemment, on n'a pas donné tous les détails ici et puis c'est pas le lieu. On vous donnera les informations en privé, mais voilà, tout simplement pour ceux qui veulent faire du marchand de biens, donc clé en main, hein, parce que c'est le but, c'est que de centraliser des fonds de vous, investisseurs, de toi qui nous écoutes, pour derrière profiter d'une belle renta, d'une plus belle renta de ce qu'on trouve généralement en locatif ou même sur les plateformes de crowdfunding, IMO, bon, ce qui est déjà des belles rentas, mais là, l'avantage quand on passe en direct et qu'on est sur des petits projets liquides, voilà, comme tu l'as dit Brice, c'est que ça reste dans l'année. Généralement, c'est moins de 12 mois, et même pour toi, hein, plus tôt c'est terminé, j'imagine, mieux c'est. Et on est sur des rentas et sur, un investissement qui est quand même, très loin de quelque chose qui a du risque, où on n'est pas sur de l'equity, on n'est pas sur quelque chose qui est bon, évidemment, c'est pas la même promesse, c'est pas le même marché, c'est pas le même potentiel, ROI, accident de richesse. Donc voilà, il y a toutes les infos, dans la description pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et Brice, je te donne le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour conclure cette très belle émission? Que vous avez aussi un lien si vous voulez vous former sur l'achat-revente. Avec mes deux associés, on a mis en place une formation là on n'a pas communiqué encore dessus parce qu'elle vient de sortir, où on fait une formation d'achat-revente en nom propre, c'est-à-dire des allers-retours en RP ou via des maisons secondaires. Et ensuite, nous allons tourner le step numéro 2 où c'est que l'on va former les futurs marchands de biens avec un accompagnement premium où c'est que je formerai moi-même les personnes qui souhaitent se lancer dans Bastien. ce métier-là. OK, bah, magnifique, Voilà. bon, un beau projet. Ouais, vous avez un Très lien, je pense, dans la description. D'ailleurs, je te l'enverrai, François. OK, bah, magnifique. Bah, là, il y a tout ce qu'il faut, hein, pour ceux qui veulent faire eux-mêmes, pour ceux qui veulent juste investir sur, des beaux projets, dans le sud avec l'accent
Et, Ouais. encore merci Brice, c'était vraiment, passionnant. Merci pour ce retour d'expérience et le partage du fond de ta pensée. Et on se dit, à très vite pour une prochaine émission. Merci à toi pour l'invitation.